Tout change le jour où tu décides d'arrêter de chercher l'approbation et commences à te gouverner. Ce moment marque la différence entre celui qui survit et celui qui vit vraiment. Il ne s'agit pas de prétendre être fort, mais de le construire de l'intérieur, brique par brique, pensée par pensée. La véritable transformation n'arrive pas avec de jolis mots. Elle arrive quand tu apprends à maîtriser ton esprit, à rester ferme quand tout s'effondre et à choisir l'ordre au-dessus du chaos. Se reconstruire est un acte silencieux. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque au début, mais on le ressent dans la façon dont tu marches, dans ta réponse, dans ce que tu ne tolères plus. La discipline devient ton bouclier, la cohérence ton arme. Et tu comprends qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de contrôler tes impulsions, de rester fidèle à tes principes et de laisser tes actions parler pour toi. C'est l'essence de l'autogouvernement, devenir la personne qui décide qui tu es sans le laisser entre les mains de personne. Ce n'est pas un discours de motivation passager, c'est une déclaration de guerre interne, contre la paresse, le doute, le besoin d'approbation. La force n'est pas dans la résistance au monde, mais dans l'ordre intérieur. Chaque pensée claire, chaque limite ferme, chaque décision cohérente est une brique dans ta reconstruction. Ici, il ne s'agit pas de promettre des changements, il s'agit de les construire. Parce que quand tu gouvernes ton esprit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et là, à ce point précis, commence la véritable liberté. 1. Élève tes standards, l'âme se flétrit lorsqu'elle s'habitue à la médiocrité. C'est comme une épée qui rouille faute de bataille. Il en va de même pour l'être humain lorsqu'il laisse son environnement dicter sa valeur, lorsqu'il se contente de moins que ce qu'il sait pouvoir être. Élever tes standards ne signifie pas exiger plus du monde, mais exiger plus de toi-même. C'est une guerre silencieuse où l'ennemi est le confort, l'excuse et l'auto-tromperie. Si tu attends que ta vie change, commence par changer ce que tu es prêt à tolérer. Car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te rabaisse, tu renonces à une partie de ton pouvoir. Un standard élevé n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus agir contre ce que tu dis croire. La discipline devient alors le fondement sur lequel tu construis ton caractère. Tu ne fais plus les choses seulement quand tu te sens motivé. Tu les fais parce que ta parole vaut plus que ton humeur. C'est le début de l'autogouvernement. Agir avec cohérence, même lorsque personne ne te regarde. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise ses décisions n'a besoin de dominer personne d'autre. Et celui qui élève son esprit au-dessus de l'impulsion conquiert son destin. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Lorsque tu décides d'élever tes standards, beaucoup de choses et de personnes commenceront à s'éloigner. Non pas parce que tu changes trop, mais parce que tu ne rentres plus dans les endroits où tu survivais auparavant. Tu deviendras plus sélectif avec ce que tu consommes, avec ce dont tu parles, avec qui tu partages ton temps. Tu découvriras que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais, et que ce qui t'élève vraiment n'est pas l'approbation, mais la constance. Chaque choix cohérent devient une affirmation silencieuse de pouvoir. Je ne me contente plus de moins que ce que je suis capable d'être. Élever tes standards signifie aussi arrêter de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que tant que tu attends de l'aide, tu resteras bloqué. Mais lorsque tu comprends que tout dépend de ta volonté, la vie commence à bouger en ta faveur. Ton esprit cesse de chercher des excuses et commence à chercher des chemins. Tu ne dis plus « je ne peux pas », tu dis « pas encore, mais je vais le faire ». C'est dans cette différence que réside la force du caractère. Tu n'as pas besoin de crier ton changement, juste de le maintenir. Celui qui élève ses standards ne l'annonce pas, il le démontre avec le calme de celui qui sait où il va. Et c'est là que naît le véritable respect, non pas par peur ou par force, mais par la clarté de ton exemple. Parce que le monde ne suit pas celui qui parle bien, il suit celui qui se discipline. C'est ainsi que se construit le respect, non pas en l'exigeant, mais en étant digne. Chaque fois que tu choisis d'agir avec plus d'exigence qu'hier, tu te sépares de la moyenne. Chaque fois que tu gardes ton calme alors que tu explosais avant, tu réécris ton destin. Chaque fois que tu choisis l'effort sur l'excuse, ton esprit se renforce.
Et cela, avec le temps, change tout. La vie ne s'élève pas par hasard, elle s'élève par décision. Élever tes standards, c'est te dire à toi-même, je ne baisserai plus le niveau juste pour rentrer. Parce que celui qui vit en dessous de son potentiel finit par être prisonnier de sa propre faiblesse. Mais celui qui s'exige, qui se gouverne, qui s'ordonne de l'intérieur, devient invincible. La grandeur n'est pas réservée à quelques-uns, elle est disponible pour celui qui est prêt à payer le prix de la discipline. Et ce prix commence toujours par soi-même. 3. Maîtrise ce que tu contrôles. Les personnes qui souffrent le plus ne sont pas celles qui ont le moins, mais celles qui essaient de tout contrôler. C'est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, se fatiguer pour l'inévitable tout en oubliant que tu peux construire un toit. La vie ne consiste pas à lutter contre ce qui t'échappe, mais à apprendre à diriger ton attention vers ce que tu peux influencer. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais de la clarté pour distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est la racine de la maîtrise personnelle, concentrer ton énergie là où elle a du sens. Chaque jour, ton esprit est rempli de bruit, d'opinions, de scénarios qui n'existent même pas. Tu perds de la force en t'inquiétant de ce que les autres pensent, du passé que tu ne peux pas changer ou d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Le véritable contrôle n'est pas dans le monde extérieur, il est dans ta réponse à celui-ci. Te maîtriser, c'est avoir le courage d'agir là où tu peux et la sagesse d'accepter là où tu ne peux pas. La maîtrise de soi s'entraîne avec de petites décisions. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de choisir avec cohérence tous les jours. Contrôler ce que tu dis, ce que tu consommes, ce que tu permets dans ton esprit. Éviter l'impulsion de réagir à tout ce qui te dérange. Apprendre à garder le silence quand les mots sont superflus et à agir quand le moment l'exige. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux décider de ne pas perdre ton équilibre à cause d'elles. Chaque fois que tu te retiens, tu renforces ta volonté, et cette volonté est l'outil le plus puissant qui existe. Les gens perdent leur chemin parce qu'ils vivent en réagissant. Ils se lèvent en espérant que la journée sera facile, que les gens seront justes, que tout se passera comme prévu, et quand cela n'arrive pas, ils s'effondrent. Mais celui qui maîtrise son intérieur comprend que la stabilité ne dépend pas du climat, mais du tempérament. S'il pleut, marche sous la pluie. S'il y a du chaos, trouve le calme à l'intérieur. Cette mentalité est ce qui différencie ceux qui survivent de ceux qui grandissent. La vie ne devient pas plus simple, c'est toi qui deviens plus fort. Maîtriser ce que tu contrôles signifie aussi arrêter de te victimiser. Tu ne peux pas éternellement blâmer le destin, les autres ou la malchance. Chaque excuse est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton pouvoir. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une clé. Quand tu dis « cela dépend de moi », tu commences à construire la liberté. Peu importe combien de fois tu échoues, l'important est que tu continues à choisir de te lever, de décider, d'agir, au lieu de te lamenter. Cette constance transforme le caractère. Ne pas maîtriser ce que tu contrôles te rend esclave de tout ce que tu ne peux pas changer. Cela te fait réagir à toute provocation, te transforme en marionnette émotionnelle. Mais quand tu apprends à observer avant d'agir, quand tu comprends que tout ne mérite pas ton énergie, tu reprends le contrôle. L'esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir une forteresse. Et depuis cette forteresse, tu peux affronter n'importe quelle adversité sans te perdre dedans. La véritable liberté ne consiste pas à ce que tout se passe bien, mais à ce que rien ne te déstabilise. Tu ne peux pas décider ce que le monde te lance, mais tu peux décider comment répondre. Chaque jour est une opportunité pour renforcer cette maîtrise. Lorsque ton attention se concentre sur ce que tu peux faire, plutôt que sur ce que tu ne peux pas, ta vie s'organise. Et lorsque ton esprit s'organise, le chaos cesse de t'intimider. Maîtrise ce que tu contrôles et laisse passer ce que tu ne contrôles pas. Parce que pendant que les autres gaspillent leur énergie sur l'impossible, tu construis l'essentiel, ta force intérieure. 4. Simplifie ta vie. Tout devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter ce dont tu n'as pas besoin. Imagine ton esprit comme une pièce remplie d'objets que tu as accumulés sans t'en rendre compte. Vieilles pensées, promesses brisées, peurs héritées,
Personne qui n'apporte plus rien. Tu essayes d'avancer, mais tu trébuches encore et encore sur la même chose. Simplifier la vie n'est pas abandonner, c'est dégager le chemin. C'est te débarrasser de l'inutile pour pouvoir voir l'essentiel avec clarté. Nous vivons à une époque où il est normal de confondre quantité et valeur. Nous voulons plus d'expérience, plus de choses, plus de reconnaissance, plus de validation. Mais plus tu cherches à combler, plus tu te sens vide. Le bruit du monde se déguise en importance et sans t'en rendre compte, il t'absorbe. L'esprit saturé perd sa direction. C'est pourquoi celui qui veut vivre avec un but doit apprendre à dire non sans culpabilité. Dire non à ce qui vole du temps, à ce qui draine de l'énergie, à ce qui perturbe la paix. La simplicité ne consiste pas à avoir peu, mais à avoir besoin de moins. La discipline est aussi une forme de nettoyage. Chaque action inutile que tu élimines te rend du pouvoir. Chaque distraction que tu rejettes renforce ton focus. Celui qui simplifie ne vit pas moins, il vit mieux. Parce que ce qui compte cesse de rivaliser avec le superficiel. Lorsque tu réduis le bruit, tu entends ta voix intérieure clairement. Et c'est là que commence le véritable ordre. Un esprit qui vit dans l'excès est incapable de décider avec sagesse, mais un esprit qui habite dans la simplicité se déplace avec précision. L'ego te fera croire que posséder plus t'élève. Qu'un agenda plein signifie le succès, qu'être disponible pour tous est noble. Mais ce qui démontre réellement la force, c'est de choisir où il vaut la peine d'investir ton temps et ta présence. La simplicité requiert du courage, car elle implique de décevoir les attentes des autres. Mais chaque fois que tu choisis de privilégier ta tranquillité sur l'approbation, tu te rapproches de la liberté. Simplifier signifie aussi lâcher les anciennes versions de toi. Laisser derrière toi le besoin de t'expliquer, de te justifier, de plaire. C'est agir avec un esprit clair, non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu ne laisses plus l'irrélevant t'obscurcir. L'excès tue la clarté, et la clarté est le cœur de l'action disciplinée. La personne qui maîtrise son esprit ne vit pas dans la précipitation, elle vit concentrée. Elle se lève avec une direction, pas avec de la hâte. Ton environnement reflète ton état mental. Si ta vie est pleine de chaos, révise tes priorités. Si ton énergie est dispersée, regarde à quoi tu dis oui. Tu ne peux pas avoir la paix si tu insistes à porter ce qui n'a plus de but. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu fais de la place pour quelque chose de mieux. C'est ainsi que l'on avance, non pas en ajoutant plus, mais en éliminant ce qui gêne. La simplicité est un acte d'intelligence spirituelle. Elle n'a pas besoin d'ornement, elle a besoin de conscience. C'est savoir ce qui mérite ton attention et ce qui mérite ton silence. Dans un monde qui te pousse à accumuler, simplifier est une forme de rébellion. Celui qui y parvient ne cherche pas à tout contrôler, seulement à contrôler suffisamment pour vivre avec sens. Au final, la vie ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais parce que tu es capable de maintenir sans perdre ta paix. Et cette paix n'arrive que lorsque tu apprends à vivre léger, concentré et libre du poids inutile. 5. Prends soin de ton énergie. Le feu le plus puissant ne s'éteint pas par manque de bois, mais par négligence. Il en va de même pour l'énergie intérieure. Elle ne s'épuise pas d'un coup, elle se dépense lentement dans ce qui ne mérite pas d'attention. Tu te vides lorsque tu te disputes pour ce qui n'a pas d'importance, lorsque tu essaies de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, lorsque tu investis tes émotions dans des personnes qui n'apportent rien. Prendre soin de ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est reconnaître que ton esprit, ton corps et ta paix sont des ressources finies et que les gaspiller est une forme silencieuse d'autodestruction. Chaque jour, le monde se dispute ton attention. Notifications, conversations vides, exigences qui ne te concernent pas. Tout veut une part de toi. Mais si tu n'apprends pas à filtrer, tu finis par vivre pour les autres. L'énergie est comme l'eau. Si tu la laisses s'échapper par 1000 fissures, tu n'auras jamais assez pour ce qui compte vraiment. La préserver signifie choisir avec sagesse où tu mets ton temps, tes mots et ta présence. Tout ne mérite pas une réponse, tout n'a pas besoin d'une explication. Le silence, bien souvent, est la meilleure façon de protéger ta force. Les personnes fortes ne sont pas celles qui font le plus, mais celles qui savent quand s'arrêter. Se reposer est aussi une discipline.
Le corps ne peut pas soutenir un esprit épuisé, et l'esprit ne peut pas rester clair si le corps est en guerre avec la fatigue. La force ne se mesure pas par combien tu peux supporter, mais par l'intelligence avec laquelle tu gères ton énergie. Si tu veux avancer, apprends à faire une pause. Si tu veux grandir, apprends à lâcher ce qui te draine. Le calme n'est pas l'inactivité, c'est la stratégie. Prendre soin de ton énergie signifie aussi prendre soin de tes émotions. Tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ton esprit et d'y semer le chaos. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, seulement à décharger leur frustration. Il y a des situations qui ne méritent pas ta réaction. Chaque fois que tu choisis de rester serein alors qu'auparavant tu t'énervais, tu prends le contrôle. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. L'énergie ne se conserve pas en la cachant, mais en la dirigeant avec intention. Ton environnement influence plus que tu ne le penses. Si tu t'entoures de plaintes, de négativité, d'excès, tu absorberas inévitablement cette fréquence. Mais lorsque tu choisis la compagnie de ceux qui apportent quelque chose, lorsque tu parles d'idées et non de personnes, ton énergie s'élargit. Le bon environnement ne te demande pas de force, il te pousse. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie implique aussi d'avoir le courage de t'éloigner. Non pas par arrogance, mais par paix. Celui qui comprend sa valeur ne reste plus là où son énergie s'éteint. Il faut être sélectif avec les pensées, tout comme avec les personnes. Chaque idée que tu répètes est une graine qui consomme ou nourrit ton esprit. Si tu vis en pensant à ce qui manque, tu épuises ta motivation. Si tu te concentres sur ce que tu peux faire, tu renouvelles ton pouvoir. L'attention est l'outil le plus coûteux que tu possèdes. Où tu la mets, elle grandit. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton focus. L'équilibre arrive lorsque tu comprends que tu ne peux pas tout faire ni être partout. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, il te suffit de rester fidèle à ce qui a du sens pour toi. Prends soin de ton énergie comme celui qui protège une flamme au milieu du vent avec patience et respect. Car de cette flamme dépend tout, ta clarté, ton courage, ta capacité à créer et à résister. Sans énergie, même les rêves les plus grands s'éteignent. Mais lorsque tu apprends à la préserver, tout ce que tu touches fleurit. 6. Persévère avec calme. L'acier ne se forge pas en quelques secondes. Il a besoin de temps, de feu et de répétition. C'est ainsi que se construit le caractère. Avec un effort constant, sans dramatisation, sans attendre des résultats immédiats. La plupart abandonnent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils confondent vitesse et progrès. Persévérer avec calme, c'est comprendre que ce qui vaut vraiment la peine n'est pas obtenu en courant, mais en marchant avec un but. La précipitation détruit ce que la constance peut construire. Chaque jour est un test silencieux. Il y aura des moments où rien ne semble avancer, où la fatigue pèse plus que la motivation. Mais c'est là que se mesure ta véritable force. L'esprit discipliné n'a pas besoin que les choses se passent bien pour continuer. Il a seulement besoin d'une raison pour ne pas abandonner. Persévérer n'est pas résister par entêtement. C'est avancer avec sagesse, en ajustant le pas quand c'est nécessaire, sans perdre la direction. Le calme est ce qui sépare le fort de l'impulsif, celui qui réussit de celui qui essaie seulement. Le monde te pousse à chercher des résultats rapides, des récompenses instantanées, une validation immédiate. Mais rien de profond ne pousse sur un terrain superficiel. Les racines solides ont besoin de temps sous terre avant de montrer leurs fruits. Cette patience active, cette foi rationnelle en ton processus, c'est l'essence de la persévérance. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir avec équilibre. Tu fais ce que tu as à faire, même si personne ne t'applaudit, même si les résultats tardent, même si le silence est long, parce que tu sais que l'effort constant laisse toujours une trace, même quand on ne la voit pas. Le calme n'est pas passivité, c'est contrôle. C'est regarder le chaos sans perdre de vue l'objectif. C'est comprendre que tout a son rythme et que ce qui est forcé avant l'heure se brise. Persévérer avec calme signifie ne pas te laisser dominer par l'anxiété du résultat. Tu travailles, tu t'améliores, tu avances, mais sans laisser l'impatience te voler ta clarté. Chaque pas que tu fais avec assurance, aussi petit soit-il, te rapproche de là où tu veux être.
La grandeur n'est pas atteinte par des élans de motivation, mais par une constance silencieuse. Les défaites font aussi partie du chemin. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien n'a de sens, où la fatigue te demandera de renoncer. Mais le calme t'apprend à résister sans te briser, à t'arrêter sans abandonner. Apprendre à respirer au milieu du chaos est une compétence que peu de gens maîtrisent. Parce qu'il ne s'agit pas d'être implacable, mais d'être constant sans perdre la paix. La discipline n'est pas rigidité, c'est équilibre entre effort et sérénité. Chaque fois que tu choisis de continuer sans te désespérer, tu entraînes ton esprit à résister au temps. Et cela, plus que tout talent, détermine ton destin. Persévérer avec calme, c'est rester ferme quand les émotions changent, quand la motivation s'éteint, quand l'environnement devient hostile. C'est avoir plus confiance dans le processus que dans le moment. Les stoïciens disaient que rien de grand ne se réalise sans effort soutenu. Le calme ne signifie pas manque d'intensité, il signifie direction. Tu peux être imparable et tranquille en même temps, déterminé mais serein, concentré sans anxiété. Cette combinaison est celle qui transforme le sacrifice en croissance et le temps en allié. Persévérer avec calme est la forme de discipline la plus mature parce qu'elle ne réagit pas, elle agit. Et quand tu maîtrises cette vertu, rien d'extérieur ne peut te précipiter ou te stopper. Tout vient à celui qui sait attendre en travaillant, à celui qui ne cherche pas de raccourcis, à celui qui a plus confiance en sa constance qu'en la chance. C'est là la véritable force, avancer sans bruit, sans hâte et sans pause. 7. Range ton esprit. Rien dans la vie ne fonctionne bien si l'esprit est en désordre. C'est comme essayer de construire une maison sur du sable mouvant. Peu importe l'effort que tu y mets, tout finit par s'enfoncer. Ranger l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est nettoyer l'espace où naissent tes décisions, tes émotions et tes réactions face à la vie. Parce que l'esprit chaotique ne te laisse pas avancer. Il te maintient coincé dans des pensées qui tournent sans direction. La clarté mentale n'apparaît pas par hasard. Elle se cultive avec de la pratique, de la discipline et la volonté de faire face à ce que tu as du mal à regarder. Ton esprit peut être ton refuge ou ta prison. Tout dépend de ce que tu permets d'y vivre. Si tu nourris la peur, le doute grandit. Si tu nourris la gratitude, le calme se renforce. Chaque pensée a du poids, et avec le temps, elle définit le cours de ta vie. C'est pourquoi l'ordre intérieur commence par la conscience. Je ne peux pas maîtriser ce que tu ne reconnais pas. L'esprit désordonné agit par impulsion, réagit sans analyser, se laisse emporter par des émotions momentanées. Ranger l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos externe, mais avoir la capacité de maintenir l'équilibre même au milieu de celui-ci. C'est savoir prioriser, décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est choisir le silence plutôt que la réaction, le calme plutôt que la plainte. La confusion mentale naît du manque de direction. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, n'importe quoi te disperse. Mais quand tu définis tes principes, tes objectifs et tes limites, l'esprit trouve son centre. L'ordre exige également un nettoyage émotionnel. Tu ne peux pas penser clairement si tu portes des ressentiments, si tu revives le passé ou si tu tentes de contrôler l'incontrôlable. L'esprit ordonné lâche ce qu'il ne peut pas changer et concentre son énergie sur ce qui dépend de lui. Chaque fois que tu choisis de ne pas donner de pouvoir à une préoccupation inutile, tu renforces ta stabilité. Car se soucier de ce que tu ne peux pas résoudre est comme essayer de vider l'océan avec tes mains. La discipline mentale s'entraîne au quotidien. Elle se trouve dans la façon dont tu commences ta journée, dans ce que tu consommes, dans les conversations que tu choisis d'avoir. Si ton environnement est désordonné, ton esprit finira par le refléter. C'est pourquoi ranger n'est pas seulement un acte mental, c'est aussi physique et spirituel. Organise tes pensées comme tu organises ton espace, avec intention. Laisse entrer ce qui t'élève et élimine ce qui te vole ton focus. Plus ton environnement est simple, plus ta concentration sera profonde. Le désordre mental se manifeste également dans la façon dont tu te parles à toi-même. Si tes pensées sont pleines de critiques et de doutes, tu ne peux pas espérer avancer en toute confiance. Changer ce dialogue interne fait partie du processus. Te parler avec fermeté, avec clarté, avec direction.
Te rappeler que tu n'as pas besoin de tout contrôler, juste de rester centré. L'ordre mental est soutenu par des pensées qui ajoutent, pas qui sabotent. Un esprit ordonné n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, il se sent comblé dans le calme. Il ne cherche pas de distraction, car il trouve un but dans le silence. Lorsque tu ranges ton esprit, ton énergie coule. Tes décisions deviennent plus fermes et tes émotions plus stables. Tu commences à agir à partir de la conscience, pas de la réaction. Et cela change tout. Le véritable maîtrise commence ici, dans l'ordre mental. Parce qu'un esprit calme voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Un esprit concentré transforme le temps en allié. Et un esprit discipliné transforme l'adversité en croissance. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus d'ordre. Lorsque ton esprit s'aligne avec tes valeurs et tes actions, le chaos perd de son pouvoir. 8. Vis avec cohérence. L'âme se fragmente lorsque tu penses une chose, ressens une autre et fais quelque chose de différent. Cette rupture intérieure est la cause silencieuse de la plupart des vides modernes. Vivre avec cohérence n'est pas feindre la perfection, c'est aligner tes décisions sur tes principes, même si personne ne les voit. C'est avoir le courage de soutenir ce que tu dis, même quand c'est inconfortable. L'incohérence épuise, te divise, te confond. Mais quand ce que tu penses, dis et fais deviennent un, l'esprit se stabilise et la vie prend un sens. La cohérence est un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas que le monde te comprenne, mais que tu ne te trahisses pas. La plupart cherchent l'acceptation avant la paix, et c'est pourquoi ils s'adaptent, se déguisent, se contredisent. Mais chaque fois que tu te tais pour plaire, tu te perds un peu. Chaque fois que tu fais quelque chose contre tes valeurs, tu t'éloignes de toi. La cohérence est le terrain où l'authenticité fleurit. Et ce n'est qu'en étant fidèle à toi-même que tu peux vivre avec une véritable liberté. Il n'y a pas d'équilibre possible sans intégrité. Si tu dis que tu valorises la paix, mais que tu vis en conflit constant, tu construis sur des mensonges. Si tu dis que tu valorises la discipline, mais que tu te laisses dominer par la paresse, ta parole perd du poids. La cohérence n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Cela signifie se lever chaque jour, prêt à agir en accord avec ce que tu crois, même si c'est difficile, même si personne ne le reconnaît. Parce que la véritable force n'est pas dans le bien parler, mais dans le bien agir. L'incohérence draine l'énergie. Vivre en prétendant être ce que tu n'es pas génère de la fatigue mentale, te force à maintenir une image qui ne t'appartient pas. Mais quand tu es cohérent, l'esprit s'ordonne et le corps se repose. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu fais et ce que tu penses. Et cette harmonie intérieure te donne une sensation de pouvoir silencieux. Celui qui vit avec cohérence n'a plus besoin de convaincre. Sa présence suffit à inspirer. La cohérence implique également d'avoir des limites. Dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui, te retirer quand quelque chose ne vibre plus avec toi, rester ferme quand les autres fléchissent. Ce ne sera pas toujours confortable, mais ce sera toujours correct. Vivre avec cohérence, c'est choisir ce qui te donne la paix, plutôt que ce qui te donne l'approbation. C'est comprendre que ton chemin n'a pas besoin d'être compris, il doit juste être vrai. La force morale ne se mesure pas par des discours, mais par de petites actions que personne ne voit. Elle réside dans le fait de tenir ta parole, même quand il n'y a pas de témoin, de bien traiter les autres, même quand tu n'attends rien en retour. Cette congruence crée une stabilité intérieure qu'aucune adversité ne peut renverser. Et quand l'intérieur est en équilibre, la vie coule avec une direction claire. Mais avoir l'humilité de reconnaître l'erreur et de la corriger fait partie du processus. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre ce que tu sais qui n'est pas bien. La cohérence ne te demande pas d'être infaillible, elle te demande d'être honnête avec toi-même. C'est regarder tes propres contradictions sans excuse et décider d'agir avec plus de vérité chaque jour. Vivre avec cohérence, c'est marcher léger. Tu n'as plus besoin de masque, ni d'apparence, ni de te justifier. Tes actes parlent d'eux-mêmes. Ta parole a du poids parce que ta vie la soutient. Cette union entre pensée, parole et action est ce qui fait de toi une personne intègre. Et dans un monde plein de bruit, cette intégrité brille comme une rareté.
La cohérence n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. C'est l'art de rester fidèle à ton essence, même quand cela te coûte. Parce que seul celui qui vit avec cohérence vit en paix, et cette paix vaut plus que n'importe quel triomphe éphémère. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tais. Une absence bien exécutée a plus d'impact que 1000 mots prononcés dans le désespoir. Celui qui maîtrise l'art de disparaître ne perd pas de pouvoir, il le multiplie. Gardant les relations, le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie qui redéfinit qui a le contrôle. Cette vidéo traite de cela, comment retrouver le respect, le désir et l'équilibre émotionnel sans supplier, sans discuter, sans rien prouver. Il s'agit de revenir au centre, de faire ressentir à l'autre ton absence comme une présence impossible à ignorer. Chaque distance bien calculée éveille la pensée. Chaque silence prolongé rouvre des blessures que l'on croyait fermées. Ici, tu comprendras comment le contrôle émotionnel devient ta meilleure défense. Tu apprendras à utiliser la froideur, le calme et le retrait stratégique comme signe de force, non de faiblesse. Parce que pendant que d'autres agissent à partir de l'émotion, tu agiras à partir de l'esprit. L'absence n'est pas une fin, c'est le début de la domination. Quand tu sais quand partir, quand te taire et quand revenir, tu n'es plus une partie du jeu, tu es celui qui le dirige. 1. Disparaître avec stratégie. Le véritable contrôle ne se démontre pas par la présence, mais par la capacité de se retirer sans trembler. L'absence est comme une ombre qui, en disparaissant, fait que tout le monde cherche d'où venait la lumière. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de partir quand ils veulent encore que tu restes. Disparaître n'est pas se rendre, c'est bouger l'échiquier sans prévenir, c'est transformer ton silence en un message que l'autre personne ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, celui qui sait quand se taire et quand disparaître devient impossible à oublier. Disparaître avec stratégie, ce n'est pas disparaître complètement, mais le faire avec intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de bloquer, de fuir ou de feindre l'indifférence, mais de créer une pause qui a du sens, une absence qui parle pour toi. C'est le moment où tu enseignes à l'autre que ton énergie n'est pas disponible pour celui qui ne la valorise pas. Quand tu t'éloignes avec dignité, tu forces l'autre personne à affronter le vide que tu remplissais sans effort auparavant. Tu ne le fais pas pour punir, mais pour équilibrer. Parce que le pouvoir ne se récupère pas avec des mots, il se récupère avec de la distance. La clé est de disparaître avec un but, pas avec un élan. Si tu le fais par colère, tu perds le contrôle. Si tu le fais par calcul, tu récupères tout. Chaque absence doit être un mouvement réfléchi, un retrait qui suscite la curiosité, pas le mépris. Celui qui disparaît avec stratégie ne cherche pas à attirer l'attention, il cherche à récupérer le respect. Et quand le respect revient, le désir suit. Parce que l'esprit humain craint ce qu'il ne peut comprendre. Et rien ne confond plus qu'une personne qui se retire sans explication, sans drame, sans laisser de traces de besoin. Disparaître stratégiquement signifie aussi te prioriser. C'est te retirer pour reconstruire ton centre, pas pour attendre un message. C'est te concentrer sur ta croissance, ton calme et ton énergie. Le silence n'affecte pas seulement l'autre, il te renforce aussi. Dans cette distance, tu apprends à vivre sans dépendre, à profiter de ton espace et à comprendre que celui qui n'a pas su te valoriser n'a pas à avoir à nouveau accès à toi. Ton absence est ton filtre. Elle sépare le superficiel de l'essentiel. Quand tu disparais avec conscience, l'équilibre change. Tu cesses d'être celui qui poursuit et tu deviens celui qui est manqué. Ton silence commence à avoir du poids. Ton absence de réaction devient une intrigue, et ce qui était autrefois une habitude devient maintenant une incertitude. Dans l'esprit de l'autre, la question constante « Pourquoi est-il parti ?» devient un écho qui ne s'éteint pas. Et là, dans cet écho, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. La stratégie n'est pas de partir pour manipuler, mais de le faire parce que tu as compris que rester te fatigue. C'est un retrait qui ne cherche pas la vengeance, mais à restaurer ta valeur. Quand tu t'éloignes avec sérénité, l'autre personne ressent la différence entre quelqu'un qui disparaît par fierté et quelqu'un qui le fait par maîtrise de soi.
Ce calme, cette assurance silencieuse, c'est ce qui frappe le plus. Parce que rien ne déconcerte plus que celui qui n'a pas besoin de s'expliquer. Disparaître avec stratégie est une leçon de respect envers toi-même et une démonstration de maîtrise de soi envers les autres. C'est dire « je choisis quand je participe et quand je me retire ». C'est comprendre que parfois perdre le contact n'est pas perdre la connexion. C'est laisser le silence parler pour toi, avec plus de force que n'importe quel discours. À la fin, celui qui sait partir sans drame et revenir seulement quand il décide, non seulement récupère son pouvoir, mais laisse aussi une marque qui n'est pas oubliée. 2. Utilise le silence comme une arme. Le silence est comme une lame tranchante, invisible et précise. Il ne crie pas, il ne se défend pas, mais il coupe avec plus de force que n'importe quel mot dit au mauvais moment. Quand tu apprends à l'utiliser, tu cesses de réagir et tu commences à dominer. Parce que dans les relations, celui qui se tait en premier ne perd pas toujours. Parfois, il observe simplement comment l'autre se révèle sans s'en rendre compte. Le silence n'est pas vide, il est pouvoir contenu. C'est la pause qui change le rythme du jeu. Chaque mot a un coût émotionnel, et celui qui apprend à économiser cette dépense inutile devient immunisé contre le chaos. Quand tu te tais, tu ne deviens pas faible, tu deviens imprévisible. L'esprit humain ne supporte pas les vides, et c'est ce qui fait du silence une arme psychologique si efficace. Face à ton absence de réponse, l'autre commence à remplir les espaces avec ses propres insécurités, doutes et regrets. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, il suffit de laisser son esprit travailler à ta place. Utiliser le silence ne signifie pas ignorer, mais communiquer depuis le contrôle. C'est savoir que parfois ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Dans une discussion, celui qui se tait ne se rend pas, il se protège. Et dans une relation, celui qui sait garder le silence après avoir été blessé démontre une maîtrise émotionnelle qui déconcerte. Parce que la plupart agissent à partir de la réaction, tandis que toi, tu choisis à partir de la stratégie. Chaque seconde que tu te tais, tu renforces ta position. Il y a des moments où parler ne fait que t'affaiblir, t'expliquer trop, justifier tes décisions ou essayer de tout éclaircir ne fait que donner du pouvoir à l'autre pour te questionner. Le silence, en revanche, ferme des portes sans avoir besoin de les fermer physiquement. Il marque une limite sans élever la voix. C'est dire à l'autre « tu ne mérites plus l'accès à mes pensées ». Et ça, plus que n'importe quel argument, ça fait mal. Parce que ce qui ne peut être entendu est imaginé. Et ce qui est imaginé a toujours plus de force que ce qui est dit. Le silence est aussi une forme de présence. Il est là, remplissant l'espace, faisant ressentir ton absence sans prononcer un mot. C'est ce message que tu n'envoies pas, cet appel que tu ne fais pas, ce geste que tu choisis de ne pas répéter. Tout cela a du poids. C'est le reflet d'un esprit discipliné qui n'agit pas par impulsion. Alors que les autres réagissent pour prouver quelque chose, tu restes tranquille, laissant l'incertitude faire son travail. Contrôler le silence, c'est savoir quand parler et quand se retirer de la conversation. Il ne s'agit pas de punir, mais de fixer les règles de l'échange. Si quelqu'un te parle avec mépris, ton silence lui renvoie un miroir. Si quelqu'un essaie de te provoquer, ton calme lui montre sa propre instabilité. Le silence ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Parce que quand tu ne donnes pas d'explication, l'autre personne est obligée de faire face à la sienne. Le pouvoir du silence réside dans son ambiguïté. Personne ne peut savoir si tu te tais par force ou par désintérêt. Et cette incertitude devient ton avantage. C'est le terrain où l'esprit de l'autre commence à travailler contre lui-même. Il commence à se demander s'il t'a perdu, si tu vas bien, si tu te soucies de lui ou s'il n'y a plus rien à dire. Et ce doute, répété encore et encore, se transforme en obsession. Apprendre à utiliser le silence comme une arme est une pratique de l'autocontrôle. C'est arrêter de parler quand les mots ne servent plus et arrêter d'expliquer quand l'autre n'écoute plus. C'est le langage du respect de soi et de la maîtrise émotionnelle. Il n'y a pas d'impact plus grand que celui d'une voix qui décide de se taire, parce que quand le bruit disparaît, il ne reste que l'écho de ce que tu as fait ressentir.
Et cet écho, si tu le gères avec précision, peut être plus puissant que n'importe quel discours. 3. Crée un vide inoubliable. L'impact réel n'est pas laissé par celui qui reste, mais par celui qui sait partir en laissant suffisamment d'espace pour que l'autre ressente son absence dans chaque coin. Le vide est un écho qui ne s'éteint pas, une ombre qui rappelle ce qui n'est plus. Quand quelqu'un te prend pour acquis, ton silence et ta distance deviennent sa nouvelle obsession. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que l'esprit humain ne supporte pas de perdre ce qu'il croyait sûr. Et ce vide que tu laisses, si tu le gères intelligemment, devient le cadre parfait où l'autre est confronté à son propre reflet. Créer un vide inoubliable n'est pas disparaître sans sens, c'est le faire avec un but. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt, ni de jouer avec les sentiments, mais de montrer que ta présence était un privilège, pas une habitude. Chaque interaction que tu as retirée, chaque geste que tu ne répètes plus, chaque message que tu décides de ne pas envoyer, construit cet espace psychologique où l'autre commence à se demander ce qui a changé. Et c'est là que commence ton pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de plus perturbant que de remarquer l'absence de quelque chose qui semblait auparavant insignifiant. Le vide que tu crées doit avoir une intention claire, marquer la limite entre ce que tu étais et ce que tu ne seras plus jamais. C'est un rappel silencieux que tu n'es pas disponible pour l'indifférence. Quand tu disparais sans rancune, sans drame, sans préavis, tu ne te retires pas seulement de sa vie, tu t'installes aussi dans son esprit. Le silence prolongé commence à peser, les souvenirs deviennent plus intenses et chaque tentative d'oublier renforce ta présence. Le vide travaille en ta faveur, car il n'y a pas de défense possible contre ce qui ne peut plus être obtenu. La plupart essaient de combler le vide avec du bruit, des mots, des explications qui ne font que s'épuiser. Pas toi, tu crées de l'espace. Tu le fais pour permettre à l'autre de sentir le contraste entre ton énergie et le néant qui reste après. Et pendant que son esprit cherche des réponses, tu te reconstruis. Le vide que tu crées à l'extérieur devient une expansion intérieure. Tu récupères du temps, de la concentration, du calme. Tu arrêtes de te battre pour l'attention et commences à canaliser cette force vers toi. Et cela, sans le dire, se perçoit. Parce que celui qui se retrouve avec lui-même, après une absence, projette un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué. Le vide inoubliable ne naît pas du mépris, mais du contrôle émotionnel. C'est une décision froide, calculée et ferme. C'est regarder la situation clairement et comprendre que continuer à insister est céder du pouvoir. Il ne s'agit pas de faire souffrir, mais de montrer par des actes que tu ne participes plus à quelque chose qui ne te respecte pas. L'autre peut le nier, prétendre qu'il ne s'en soucie pas, se distraire, mais dans son esprit, quelque chose reste. Un malaise, une pensée répétée, un doute qui ne disparaît pas. C'est la graine que tu as plantée en créant de la distance. L'important est de ne pas briser le silence avec des impulsions. Chaque message envoyé depuis l'anxiété détruit l'impact du vide. Le pouvoir ne se maintient que si tu es capable de résister à l'envie de revenir trop tôt. Le vide ne s'impose pas, il se fait sentir avec patience. C'est l'attente stratégique, la pause qui permet à l'absence de devenir un souvenir. Parce que pendant que l'autre essaie de combler son propre vide, tu apprends à vivre sans lui, à trouver du plaisir dans ton indépendance. Et cette différence émotionnelle marque le changement de rôle. Quand tu maîtrises l'art de créer un vide inoubliable, tu ne cherches plus la validation, tu la provoques. Tu ne mendis plus l'attention, tu la génères. L'autre commence à percevoir ton silence comme une présence constante, une pensée qui interrompt son calme. Et tout ce qu'il prenait pour acquis devient une perte. 4. Garde ton sang-froid émotionnel. Le feu de l'émotion est capable de détruire en quelques secondes ce que l'esprit a mis des années à construire. Dans chaque relation, il y a un moment où tout en toi te pousse à réagir, à répondre, à montrer ce que tu ressens, mais le véritable pouvoir réside dans la résistance à cette impulsion. Le sang-froid émotionnel ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie choisir quand, comment et avec qui cela en vaut la peine. C'est regarder le chaos devant toi et garder ton pouls stable.
Garder son sang-froid émotionnel est un art qui se maîtrise avec discipline. Il s'agit de ne pas donner tes réactions à celui qui cherche à te contrôler. Les gens ont tendance à tester tes limites avec des gestes, des silences ou des provocations, espérant te voir perdre le contrôle. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, lorsque tes émotions restent sous clé, ils commencent à perdre du pouvoir sur toi. À ce moment-là, l'énergie change et celui qui te dominait auparavant commence à se sentir vulnérable. Non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas donné. Il ne s'agit pas de devenir une pierre, mais de comprendre que l'émotion mal dirigée devient une faiblesse. Le sang-froid émotionnel est le mur qui protège ta dignité. Tu n'agis pas par colère, ni par désir de vengeance, mais par clarté. Chaque mot que tu choisis de ne pas dire, chaque réaction que tu décides de contenir, chaque message que tu n'envoies pas, construit ta force intérieure. Et cette force se remarque. Elle se perçoit dans ton ton, dans ton silence, dans ton regard qui ne cherche plus l'approbation. Au moment où tu cesses de réagir, tu te libères. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas l'amour, ils cherchent le contrôle. Ils veulent voir que tu es toujours affecté, que tu es toujours attaché, que tu te soucies toujours. Et quand ils n'arrivent plus à te provoquer, quand ils perçoivent ce calme inébranlable, ils commencent à faire face à leur propre vide. Le contrôle psychologique ne naît pas des mots, mais des émotions régulées. Le sang-froid émotionnel désarme parce qu'il ne donne pas de signes, n'offre pas de réponse, n'ouvre pas les portes au jeu de l'ego. Être émotionnellement froid ne signifie pas être indifférent. Cela signifie avoir suffisamment de maîtrise pour ne pas perdre le focus. Alors que d'autres se noient dans les impulsions, tu restes ferme. Tu es le centre de gravité au milieu du chaos. Le calme devient ton langage et ta neutralité une menace pour celui qui se nourrit du drame. C'est la différence entre réagir et contrôler. Lorsqu'une personne te provoque et n'obtient pas de réponse, son esprit commence à travailler seul, imaginant des scénarios, interprétant des silences, craignant ce qu'il ne peut pas lire. C'est l'essence du contrôle émotionnel, rester imperturbable alors que tout autour cherche à te déstabiliser. Et cela ne se fait pas en feignant, cela se fait en comprenant que ton énergie est précieuse, que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta paix. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver, tu dis au monde que ton équilibre ne dépend de personne d'autre. C'est la base du respect. Le sang-froid émotionnel ne t'éloigne pas des autres, il te rapproche de toi-même. Tu apprends à observer sans réagir, à écouter sans absorber, à ressentir sans t'effondrer. L'émotion est toujours là, mais elle ne te contrôle plus, parce que l'esprit a appris à la gouverner. Et quand cela arrive, tu deviens imprévisible, inaccessible, puissant. Parce que le calme dans un monde impulsif n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autorité. Garder son sang-froid émotionnel est plus qu'une défense, c'est une déclaration de maîtrise personnelle. C'est savoir qu'à chaque fois que tu ne t'énerves pas, tu gagnes. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle le résultat, contrôle la perception et surtout contrôle son propre destin. L'esprit qui maîtrise son feu n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il reste simplement ferme, regardant les autres se consumer. 5. Devenez un souvenir éternel. Il y a des présences qui disparaissent du corps, mais restent dans l'esprit comme une marque impossible à effacer. Tous les souvenirs ne s'estompent pas. Certains deviennent des cicatrices émotionnelles. Et celui qui sait comment en laisser une n'a pas besoin d'insister ni de revenir. Devenir un souvenir éternel ne consiste pas à manipuler, mais à construire une image si solide, si authentique, que même le silence la maintient vivante. L'esprit ne se souvient pas de ce qui est constant. Il se souvient de ce qui laisse une empreinte, de ce qui marque, de ce qui part au bon moment. Devenir un souvenir éternel signifie comprendre la psychologie du contraste. Les gens s'habituent rapidement à ce qui est toujours disponible. Le quotidien devient invisible, le fréquent se dilue, le prévisible s'oublie. C'est pourquoi le pouvoir réside dans le mélange précis entre présence et absence, entre montrer et disparaître. Il ne s'agit pas d'être toujours là, mais de savoir quand partir et comment le faire pour que ton absence génère du poids,
pour que ce que tu laisses derrière toi devienne une sensation difficile à remplacer. La clé est simple mais puissante. Chaque interaction que tu as doit avoir une intention. Ne parle pas pour parler, n'agis pas par impulsion. Sois sélectif avec tes mots, tes gestes et tes réactions. Laisse chaque moment avec toi avoir une nuance différente, quelque chose que l'autre personne ne peut pas trouver facilement ailleurs. Ce qui se répète ennuie, ce qui est unique se mémorise. Ta façon de regarder, ton ton de voix, le calme que tu maintiens quand tout est en désordre, c'est ce qui reste gravé. Parce que la mémoire émotionnelle ne se souvient pas des faits, elle se souvient de comment tu l'as fait sentir. Devenir un souvenir éternel n'est pas être présente à tout moment, mais être si profondément connecté à l'expérience de quelqu'un que même ton silence l'accompagne. Quand quelqu'un pense à toi sans savoir pourquoi, quand quelque chose de quotidien lui rappelle ta façon de parler, quand un lieu ou une chanson éveille ton image sans que tu sois mentionné, alors tu as réussi à maîtriser le terrain psychologique de la mémoire. Cela implique aussi de te retirer avec élégance. On ne peut pas laisser une empreinte profonde si on part avec du drame. L'esprit bloque le chaotique, mais idéalise le serein. Quand tu te retires sans colère, sans explications inutiles, sans rancune, tu crées un espace propre où la nostalgie s'installe sans résistance. Et dans cet espace, ton souvenir se multiplie. Il n'y a rien de plus puissant que le calme de celui qui a su partir sans perdre sa dignité. Cette sérénité est ce qui fait le plus mal, car elle laisse l'autre sans clôture, sans réponse, sans la possibilité d'effacer ton image. Pour devenir un souvenir éternel, tu dois maîtriser l'équilibre entre mystère et clarté. Ne révèle pas tout, ne te montre pas complètement. Laisse l'autre imaginer ce que tu n'as pas dit. Le mystère maintient l'esprit de l'autre en vie, l'oblige à combler les vides, à penser à toi encore et encore. C'est un effet psychologique simple. L'incomplet génère l'obsession. Celui qui te comprend complètement t'archive. Celui qui sent qu'il ne t'a pas encore déchiffré te maintient présent. Le secret final est de vivre avec une telle authenticité que ton absence ne peut pas être remplacée. Que ta façon de parler, de regarder, d'agir soit si cohérente qu'il n'y ait pas de réplique possible. Les gens oublient les apparences, mais ils n'oublient jamais l'énergie qui a changé leur façon de voir les choses. Et si tu réussis cela, tu n'as pas besoin de chercher la reconnaissance, car ton souvenir continuera à marcher là où tu n'es plus. Devenir un souvenir éternel est en essence une forme d'immortalité émotionnelle. Il ne s'agit pas de rester physiquement, mais d'habiter dans l'esprit. 6. Contrôler sans qu'ils s'en rendent compte. Le pouvoir le plus efficace est celui qui n'est pas visible. Il n'a pas besoin de s'imposer, on le ressent juste. C'est comme un courant souterrain qui déplace l'eau sans agiter la surface. Contrôler sans être remarqué est le point culminant de la maîtrise émotionnelle et psychologique, où vous ne faites pas d'efforts, mais tout tourne autour de vos mouvements. Celui qui y parvient ne le fait pas par manipulation, mais par intelligence émotionnelle, en comprenant comment fonctionne l'esprit humain et comment le diriger sans montrer les ficelles. Contrôler sans être remarqué signifie abandonner le jeu de l'ego. Vous arrêtez de poursuivre, d'insister, d'expliquer. Et dans ce silence stratégique, l'autre commence à bouger pour vous. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous projetez de la stabilité. Le calme exerce plus de pression que n'importe quelle supplication. La sérénité déconcerte ceux qui sont habitués au drame. Et quand vous ne réagissez plus, quand vous ne donnez pas de signaux prévisibles, l'autre commence à se sentir hors de contrôle. Le paradoxe est clair. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler si bien que les autres ajustent leur énergie à la vôtre. Il ne s'agit pas de parler plus fort ou de montrer sa supériorité. Il s'agit de lire avec précision, d'observer les schémas, de comprendre quand avancer et quand s'arrêter. En psychologie des relations, celui qui comprend le rythme émotionnel a le contrôle. Les gens deviennent prévisibles lorsqu'ils agissent par émotion. Vous devenez indéchiffrable lorsque vous agissez par conscience. C'est pourquoi la stratégie consiste à bouger lentement, calmement, sans montrer d'intention. Chacune de vos actions doit sembler naturelle, mais derrière, il doit y avoir un calcul.
Contrôler sans être remarqué signifie aussi maîtriser l'attention. Dans un monde saturé de stimuli, celui qui réussit à faire penser les autres à lui sans être vu, gagne. L'attention est la nouvelle forme de pouvoir. Ne la demandez pas, ne l'exigez pas, faites en sorte qu'elle soit accordée volontairement. On y parvient non pas en essayant de convaincre, mais en suscitant la curiosité. Lorsque l'autre commence à se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ou pourquoi vous n'agissez plus comme avant, vous dirigez déjà le récit sans dire un mot. Le secret réside dans la cohérence. Vous ne pouvez rien contrôler si vous n'êtes pas cohérent. L'esprit humain détecte la contradiction et perd de l'intérêt. Gardez votre ton, votre rythme, votre calme. Ne promettez rien, ne niez rien, ne confirmez rien. Le mystère est le carburant du contrôle invisible. Lorsque les autres ne savent pas à quoi s'attendre, tout ce que vous faites a plus de poids. Un regard, une pause, un geste minimal peut avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Car l'influence la plus forte ne vient pas des mots, elle vient de la présence silencieuse qui laisse place à l'imagination. Contrôler sans être remarqué n'est pas un jeu, c'est une pratique de l'autodiscipline. C'est garder votre centre même lorsque vous êtes provoqué. C'est choisir le moment juste pour parler, le ton précis, la distance nécessaire. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de diriger l'énergie de la situation vers l'équilibre que vous choisissez. Celui qui maîtrise ses réactions a un avantage dans n'importe quel scénario. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer de vous comprendre, vous observez, analysez et décidez. Ce type de contrôle ne cherche pas l'admiration, il cherche le respect. Il émane de la confiance en soi, de la capacité à rester ferme dans ses principes sans s'imposer. Lorsque vous y parvenez, l'environnement répond. L'autre commence à ajuster son comportement, à mesurer ses mots, à modérer son ton. Non pas parce que vous le lui demandez, mais parce que votre présence l'exige. C'est la différence entre manipuler et diriger. La manipulation dépend de la peur. Le leadership invisible naît de la maîtrise. 7. Éveille le désir profond. Le désir ne naît pas du contact, il naît de la distance. C'est comme le feu. Si tu le couvres trop, il s'éteint, mais si tu le maintiens avec de l'air, il brûle avec plus de force. Éveiller le désir profond n'est pas provoquer le besoin. C'est créer une absence calculée qui invite à imaginer, qui maintient la curiosité en vie. Lorsque tu maîtrises cet art, tu ne poursuis pas l'attention. Tu fais en sorte que l'attention te cherche. Tu ne cours pas après la validation. Tu la fais tourner autour de toi sans avoir à bouger un seul doigt. Le désir s'éveille quand quelque chose cesse d'être évident. Plus tu es disponible, moins tu as de valeur. L'être humain a tendance à désirer ce qu'il perçoit comme rare, mystérieux ou difficile à atteindre. Et c'est pourquoi le pouvoir est de ne pas être complètement accessible, de ne pas livrer toutes tes émotions, de laisser des espaces vides pour que l'autre les remplisse avec son esprit. L'imagination est le terrain où le désir grandit, et celui qui la contrôle aussi les émotions des autres. Éveiller le désir n'est pas feindre le désintérêt, mais maîtriser l'équilibre entre proximité et distance. Montrer assez pour maintenir la connexion, mais réserver ce qu'il faut pour rester un mystère. Les gens perdent de l'intérêt lorsqu'ils pensent avoir tout déchiffré. La clé est de laisser des questions ouvertes, de ne pas révéler complètement tes pensées, d'agir calmement sans montrer tes intentions. Cette ambiguïté bien mesurée devient un aimant émotionnel, car ce qui n'est pas complètement compris n'est pas oublié. Le désir profond n'est pas atteint avec des mots doux, mais avec une présence émotionnelle contrôlée. Chaque silence, chaque pause, chaque geste contenu crée un impact qui laisse une trace. Tu n'as pas besoin de dire « tu me manques », il suffit de disparaître au bon moment et de revenir quand l'autre ressent déjà le vide. C'est alors que l'esprit commence à répéter des images, des souvenirs, des moments partagés. Tu ne le fais pas pour manipuler, mais pour retrouver l'équilibre, pour montrer que tu n'as pas besoin d'insister pour être rappelé. La psychologie du désir repose sur une règle simple. Ce que l'on ne peut pas avoir est idéalisé. Et tu dois apprendre à représenter cela non pas avec arrogance, mais avec autodiscipline. Le désir que tu éveilles chez l'autre sera toujours proportionnel à la valeur que tu projettes sur toi-même.
Si on te perçoit comme ferme, cohérent et calme, tu deviens une figure mentale stable. Si on te voit dans le besoin, tu perds tout effet. C'est pourquoi, avant d'éveiller le désir chez les autres, tu dois d'abord apprendre à générer du respect pour toi-même. Le respect est la racine de l'attraction durable. Il y a aussi du pouvoir dans la lenteur. Dans un monde accéléré, où tout est montré et offert instantanément, celui qui se déplace lentement, qui prend son temps, se distingue. Ton rythme lent devient un symbole de contrôle, un signe que tu n'es pas gouverné par les impulsions. Ce calme, cette capacité de ne pas agir par anxiété, c'est ce qui crée vraiment le désir. Parce que l'esprit associe le contrôle à la valeur, et ce qui est précieux est toujours plus désiré. Éveiller le désir profond n'est pas un jeu de manipulation, c'est une expression de maturité émotionnelle. C'est savoir que le désir ne se demande pas, il se provoque intelligemment. Il s'agit de montrer que ton énergie ne se donne pas à n'importe qui, que tu n'es pas disponible pour tout ni pour tous. Cette sélectivité élève ta valeur naturellement. L'autre commence à comprendre que t'avoir près de lui n'est pas un droit, mais un privilège. Et quand quelque chose est perçu comme un privilège, on en prend soin. 8. Retour du pouvoir. Revenir après être parti n'est pas revenir au même endroit, c'est se présenter comme une nouvelle version qui n'a plus besoin d'approbation. Le retour n'est pas physique, il est symbolique. C'est la manifestation de la croissance interne qui s'est produite en silence pendant que l'autre pensait avoir perdu. Revenir du pouvoir signifie montrer que ton absence n'était pas un retrait faible, mais une transformation calculée. C'est réapparaître avec le calme de celui qui ne cherche plus rien, parce qu'il a tout trouvé en lui. Chaque personne qui s'éloigne laisse un écho, mais seuls quelques-uns reviennent avec une présence. Celui qui revient du pouvoir ne le fait pas pour prouver qu'il a gagné, mais pour confirmer qu'il ne rivalise plus. Il n'a plus besoin de validation. Il n'attend plus de réponse. Sa seule énergie transmet l'équilibre. La différence se voit dans les gestes, dans le regard, dans la manière dont il ne réagit plus de la même manière. La personne qui tremblait autrefois par peur de perdre observe maintenant avec sérénité, consciente que le véritable contrôle réside dans le non-besoin. Le retour doit être subtil, sans annonce ni explication. Il ne s'agit pas de se montrer avec fierté, mais avec présence. Le véritable pouvoir ne se crie pas, il se perçoit. Et quand tu réapparais avec un ton différent, avec une énergie plus contrôlée, l'environnement le ressent. Celui qui t'a sous-estimé commence à se demander comment tu as réussi à changer. Cette confusion est ta victoire silencieuse. Le respect qui était autrefois refusé commence à surgir sans que tu aies à l'exiger. Parce que le pouvoir n'est pas dans le fait d'être rappelé, mais dans le fait de revenir transformé en quelqu'un qui ne peut plus être ignoré. Revenir du pouvoir implique aussi de ne pas revenir avec les mêmes intentions. Tu ne reviens pas pour réclamer, ni pour chercher des réponses, ni pour demander justice. Tu reviens avec la certitude de ne rien avoir besoin. Cette neutralité est ce qui désarme. Lorsqu'il n'y a plus d'émotion qui peut être utilisée contre toi, lorsqu'il n'y a plus d'attachement qui peut être manipulé, tu reprends le contrôle absolu. La personne qui a appris à s'éloigner avec dignité et à revenir sans rancune domine la scène émotionnelle. Parce que le plus grand pouvoir n'est pas dans la fuite ni dans le fait de rester, il est dans le choix de quand le faire sans que l'émotion interfère. Le retour, s'il est véritable, doit naître de ta force, non de ton vide. Si tu reviens en cherchant de l'attention, tu perds l'effet. Mais si tu reviens de la plénitude, tu projettes du mystère, et le mystère suscite le respect. Les gens sentent quand quelqu'un a changé à la racine, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il irradie. Ton silence se sent différent, tes mots pèsent plus, tes limites se voient sans que tu aies à les expliquer. Tu n'es plus le même, et cela se perçoit sans effort. Tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ta transformation, parce que le changement authentique ne cherche pas d'applaudissements. Le simple fait de te voir calme, stable et concentré suffit pour que l'environnement comprenne que tu as évolué. Le pouvoir qui était autrefois à l'extérieur est maintenant en toi, et cela se reflète dans chaque interaction.
Alors que d'autres sont encore pris dans les jeux émotionnels, tu te déplaces avec stratégie, sans démontrer, sans expliquer, sans insister. Ce calme contrôlé est ta nouvelle forme d'autorité. Revenir du pouvoir, c'est fermer le cycle sans mots, mais avec présence. C'est revenir sans l'intention de récupérer, mais de confirmer que tu as surmonté. C'est regarder ce qui t'affectait autrefois et ne pas ressentir le même impact. Cette distance émotionnelle est ta médaille. C'est la preuve que le processus d'absence, de silence et de froideur n'était pas pour punir, mais pour évoluer. Lorsque tu reviens du pouvoir, tu ne cherches plus à impressionner, tu existes simplement avec authenticité.